Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si che batte. approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza La società nel può cuore accettare un ferito mondo senza speranza. del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. Buonasera, buonasera a tutti. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Je suis très contente de vous voir ici. Je viens d'arriver au meeting de Rimini et je suis en train de goûter l'ambiance, de voilà surtout l'enthousiasme des participants. On a donc la possibilité de parler d'un thème d'envergure avec des invités d'envergure et on a le plaisir d'avoir avec nous la ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Et donc, j'arrive directement de la Namibie, donc j'ai déjà un peu de mal d'Afrique en moi qui va m'accompagner au cours des prochains mois. C'est magnifique d'avoir l'idée de revenir en Afrique, un continent ravissant et très riche, vraiment magnifique. Mais revenons au titre choisi par AVSI de cette session. Alors, éducation signifie espoir. L'éducation est espoir et c'est vraiment le verbe être auquel on fait référence, car l'éducation est un outil clé pour changer son propre destin. L'éducation permet aux gens d'être libres, d'avoir un destin meilleur, d'avoir les outils pour s'épanouir, pour se développer son identité et construire un futur meilleur pour soi et pour la communauté où l'on vit. Alors, juste quelques données significatives qui devraient nous faire réfléchir. 250 millions d'enfants au monde ne fréquentent pas l'école. Et est-ce que vous vous rendez compte de qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie donc supprimer tous horizons possibles pour ces enfants. Alors, je vous présente les autres invités. On va parler donc de l'importance du défi de l'éducation avec ses invités d'envergure. Mariatou Koné, anthropologue et ministre de l'Éducation de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, un applaudissement. Et puis, on aura Lauro Frigenti, connecté en distanciel, CEO de la Global Partnership pour Éducation, puis Francisco Magni, professeur de pédagogie générale et sociale auprès de l'Université des études de Bergame. Giampaolo Silvestri. Gianpaolo Silvestri, secrétaire général d'AVSI. Fabio Massimo Ballerini, conseiller de légazioni auprès du Conseil des ministres et responsable donc du plan d'émission du plan Mattei. Et puis, on termine avec Stefano Gatti, directeur général de la coopération pour le développement. Et voilà, on va en savoir plus dans un instant. On va savoir exactement qu'est-ce qu'on fait parce que on a déjà beaucoup fait, mais beaucoup reste à faire. Mais tout d'abord, donc commençons par la Côte d'Ivoire et donc voyons voir tout d'abord une vidéo intitulée Construire un village de l'éducation, réalisée par la Fondation AVSI avec le support de la Fondation Saint-Zeno.
Maman a des amis partout dans le marché. Elle achète chez Madouce, la vendeuse de fruits et de légumes. Et ananas. On a fait la lecture animation, car d'abord ça a commencé par le choix du livre. Il a permis aux élèves de choisir le livre qu'ils veulent. Il est difficile aujourd'hui pour les enfants de lire, mais grâce à cette lecture, ils découvrent de nouvelles histoires. Elle permet la fluidité de la lecture, d'améliorer leur vocabulaire et puis d'enrichir leur expression orale. Il y avait plusieurs fruits. Les défis de l'éducation sont énormes. Il faut sensibiliser les élèves sur l'importance de l'école. En venant à l'école, c'est que l'enfant peut avoir des mains. C'est quoi ça là? Annie alors. Aujourd'hui, c'était rare de voir des élèves assis à l'air libre comme ça. Il y a eu un grand changement. Avant, il n'y avait pas de livres. Mon travail étant une conseillère pédagogique, c'est pour assister l'enseignant et aussi coacher les enseignants, les sensibiliser, suivre, les aider quand ils ont des préoccupations et avec l'hiérarchie et avec les parents d'élèves. On a eu une autre formation, comment amener les enfants, comment former le groupe. Et aujourd'hui, moi-même, là, on m'a appris comme élève. Il s'agissait de développer de nouvelles stratégies pour permettre aux enseignants de mieux faire passer leur message, que le ministère puisse bénéficier de l'appui technique de ces ONG. C'est dans les zones où le projet intervient, vous voyez que l'enseignant, l'élève bénéficie de nouvelles opportunités de façon durable. Mais si on trouve les mots justes pour pouvoir les sensibiliser, pour pouvoir faire l'être l'amour de l'école, le défi peut être élevé. Eccoci qui. Allora, Nous voilà. Parlons donc de la Côte d'Ivoire, ce pays magnifique. Au cours des dernières décennies, il y a eu une crise politique et militaire. Et donc, on essaye encore de guérir les blessures laissées par cette crise. Mais ça reste l'une des économies émergentes les plus importantes de l'Afrique occidentale et c'est là c'est significatif. Mais malgré ça, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et cela arrive surtout dans des contextes ruraux à cause des inégalités et aussi de la montée en flèche des prix des biens, disons, nécessaires. Et alors, si je pense à ces contextes ruraux, il faut imaginer que les jeunes et les enfants sont souvent utilisés comme source de main-d'œuvre pour ce qui est des activités agricoles dans les champs. Et donc, il faut tout d'abord faire comprendre aux parents même en premier qu'il est tout à fait important, c'est nécessaire que les enfants puissent aller à l'école pour assurer l'avenir et surtout un avenir meilleur de leurs enfants. Et donc, la première chose consiste en la création d'une culture de l'éducation. Nous avons avec nous la ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Et donc, je vous demande tout d'abord, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens pour construire cette culture de l'éducation? Et donc, vous avez pu collaborer avec les gouvernements italiens et qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement dans les contextes du plan Mattei? Merci. Madame, je voudrais saluer le public
saluer tous les panélistes et dire que la Côte d'Ivoire est un pays francophone. Je vais donc parler en français, en étant en Italie. J'espère que la traduction sera faite afin que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Je voudrais commencer par dire merci au gouvernement italien qui m'a invité ici pour participer à ce grand événement, ici dans cette salle, et dire que c'est le symbole et le signe de la fructueuse collaboration entre la Côte d'Ivoire, le gouvernement italien et le gouvernement ivoirien. Je me réjouis d'être communicant ici pour parler de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'éducation, parce que je crois que grosso modo, c'est ce que j'ai compris. Je voudrais rapidement dire pourquoi, pour la Côte d'Ivoire, l'éducation, par rapport au grand thème, l'éducation c'est l'espoir. L'éducation c'est l'espoir parce que l'éducation aide à renforcer, à développer ou à renforcer le capital humain. L'éducation c'est l'espoir parce que l'éducation aide à sortir des millions de personnes à sortir de l'obscurantisme, aide des millions de personnes à savoir lire et écrire. L'éducation, c'est l'espoir parce qu'aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, l'éducation, par la formation initiale et par les autres formations, permet l'employabilité. Aujourd'hui, la question de l'employabilité est centrale, donc nous devons adapter nos systèmes d'éducation à cette question pour permettre au plus grand nombre de personnes d'accéder à un emploi, notamment la jeunesse. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui compte environ 30 millions d'habitants, avec une population essentiellement urbaine, 52%, et avec, au nom de la croissance démographique, une forte population de jeunes. Donc vous comprenez que la question de l'employabilité est importante pour nous. Elle est au cœur de notre système éducatif aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas aborder la question de l'éducation aujourd'hui sans parler de la question de l'employabilité. Je voudrais situer un peu le contexte dans lequel je dis que l'éducation c'est l'espoir pour la Côte d'Ivoire, surtout pour le gouvernement actuel. Le pays est dirigé par M. Alassane Ouattara, président de la République, qui est arrivé au pouvoir en 2000, disons qui a commencé à exercer sa fonction de président en 2011. Mais notre pays a traversé différentes crises militaro-politiques depuis 1990, avec le summum en 1999 où nous avons connu un coup d'État militaire, et 2000, nous avons eu des élections avec un nouveau président. Mais la Côte d'Ivoire a fonctionné en matière d'éducation avec une école à double vitesse. Une zone, parce que le pays était coupé en deux, une zone où les enfants n'allaient pratiquement pas à l'école ou allaient à l'école selon la volonté de certains bénévoles, et puis la partie gouvernementale. Donc, nous avions des difficultés à plusieurs niveaux. Au niveau des infrastructures, au niveau de la pédagogie, au niveau des contenus même de l'enseignement, au niveau déjà de l'équité et de l'égalité des chances pour l'accès à l'école. Et puis notre pays était confronté à plusieurs types de violences également, violences dont la violence à l'école. Alors le président arrive donc en 2011, sa priorité numéro 1, c'est l'accès à l'école. Pacifier le pays, unifier le pays et faire en sorte que tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent accéder à l'école pour les 3 raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, développement et renforcement du capital humain. Alors, la politique du président Ouattara de 2011 jusqu'à 2021, donc 10 années, ce fut une politique en matière d'éducation basée essentiellement sur l'accès à l'école, le maintien
et la réussite à l'école. Et pour cela, plusieurs activités ont été menées, mais je passe là-dessus. Et en 2021, une fois que la question de l'accès a été résolue, en 2021, nous avons une autre... c'est dans la continuité, bien sûr, l'accès, mais maintenant, c'est faire en sorte que nous puissions disposer d'une école de qualité, une école de mérite, une école qui tienne compte de l'équité, et cela dans la transparence. Voici les deux grandes phases connues par notre pays suite à la crise militaro-politique que le pays a connue. Alors, quand je ramène au thème ici, donner de l'espoir, mais on a parlé également de nouvelles briques. Quelles sont les nouvelles briques dont la Côte d'Ivoire a disposé? Quelles sont les briques que la Côte d'Ivoire a utilisées pour transformer son éducation, pour susciter cet espoir? La première des choses, c'était en termes d'infrastructure. Le président a choisi de construire des milliers et des milliers d'établissements scolaires. Je vous donne un exemple. Au préscolaire, il a fait 15 ans, je vais faire la comparaison, les 50 ans avant, parce que notre pays a connu son indépendance en 1960, donc 50 ans avant, et puis les 15 années d'exercice du président Alassane Ouattara. Donc en termes d'infrastructure au préscolaire, quand il est arrivé, face à la situation d'urgence que nous avons trouvée, il a multiplié le nombre de salles de classe au préscolaire par 4. Au secondaire, au primaire, pardon, il a multiplié le nombre de salles de classe par 2 en 15 ans, par rapport à ce qui existait 50 ans auparavant. Au secondaire, il a multiplié le nombre d'établissements par 3. Quand il arrivait, il y avait 294 lycées et collèges. Mais sous son mandat, et grâce à la stabilité retrouvée, grâce à la sécurité retrouvée, grâce à la confiance que les partenaires ont accordée à la Côte d'Ivoire, on est passé de 294 établissements scolaires secondaires à 1030 aujourd'hui en 2025, donc il a multiplié par un peu plus de 3. Voici ce que je pourrais dire sur la première brique, la première nouvelle brique utilisée par le président Ouattara par rapport à notre système éducatif. La deuxième nouvelle brique, si je veux parler de brique, nouvelle brique, c'est qu'est-ce qui a été fait en termes de pédagogie. En termes de pédagogie, je veux dire que depuis 30 ans, depuis 1995, les programmes de Côte d'Ivoire n'avaient pas été révisés. Depuis 1995. Donc pendant 30 ans, c'était la même chose, la routine, la routine, la routine. Alors que nous sommes au XXIe siècle, il était question pour nous de pouvoir réviser le programme pour tenir compte des réalités du moment, pour tenir compte du futur, sans bien sûr négliger nos réalités locales. Et donc cette révision des curricula nous a amené à intégrer la question de la créativité, nous a amené à intégrer la question de l'esprit d'équipe, nous a amené à parler d'environnement, à parler d'environnement, culture, entrepreneuriat, des choses qui aujourd'hui existent mais qui n'existaient pas. C'est donc tenir compte de la réalité du moment. Nous avons également la digitalisation qui a intégré notre système éducatif. La troisième, je dis rapidement, après si le temps le permet, nous pourrons développer. Le troisième nouveau type de brique que nous avons utilisé, c'est l'accent mis sur l'inclusion en donnant les mêmes chances à tous les enfants de Côte d'Ivoire, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, en passant par le centre. Alors, donner les mêmes chances, c'est la question du genre. Accorder plus de facilité aux filles à travers la discrimination positive. C'est aider les personnes en situation de handicap, les malentendants, les malvoyants. C'est accorder, en ne voulant laisser personne pour compte, nous avions par exemple en Côte d'Ivoire plus d'1 million d'enfants qui étaient dans le système dit informel. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ne sont pas à l'école,
donc qui sont marginalisés. Alors nous avons accordé des facilités, des subventions à certains établissements pour permettre à ces enfants de venir à l'école, pour permettre aux parents de lutter contre certaines barrières culturelles, je parle vraiment en général, aider à faire venir des enfants à l'école à travers des petites subventions. Ça, c'est le troisième volet. La quatrième nouvelle brique, je vous ai dit que nous sommes sortis d'une crise militaro-politique et c'est surtout la violence. La question de la violence en milieu universitaire. Et à l'opposé de cela, nous avons apporté la paix à l'école, la pacification de l'école. Et plusieurs programmes nous ont aidés à cela. Avant, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, on parlait de borough d'enjaillement, des enfants qui ne veulent pas aller à l'école, qui s'accrochent à des bus, qui perturbent l'école, qui se battent à l'école. Ensuite, on est passé au congé anticipé, des enfants qui obligent d'autres enfants à ne pas aller en classe pour X, Y, Z raisons, parce que ce n'est pas le lieu d'en parler. Et nous avons réussi, à partir de 2021, à faire en sorte que de 2021 à maintenant, ce phénomène, en tout cas, soit en voie de disparition pour la Côte d'Ivoire. La cinquième chose dont je voulais parler, sur laquelle nous avons mis l'accent, c'est la valorisation de la profession enseignante. Qui parle d'école, on ne peut pas parler d'école sans parler des enseignants. Et la valorisation de la profession enseignante passe par la motivation des enseignants. Elle passe par la motivation des enseignants et le président Ouattara a mis un accent sur les outils, le matériel de travail des enseignants, pour faire en sorte qu'ils disposent d'outils dont ils ont besoin pour améliorer les performances des élèves. Une autre chose par rapport à cette valorisation de la profession enseignante, c'est la formation continue, en plus de la formation initiale. Et la formation continue, je crois que AVSI, qui est notre partenaire en Côte d'Ivoire, pourrait en parler, c'est faire en sorte qu'en plus de la formation initiale, qu'ils puissent se former sur différents programmes, sur la question des révisions des curricula, sur d'autres types de sujets. Et nous avons donc la réforme curriculaire, aussi bien au primaire qu'au niveau du secondaire, au collège. Et plusieurs partenaires nous accompagnent à cela. C'est ici les cinq types de matériaux, je veux dire, utilisés en Côte d'Ivoire pour donner et susciter de l'espoir à l'école. Alors, l'amélioration des performances scolaires, nous avons fait plusieurs réformes. En 2021, nous avons fait ce qu'on appelle les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il s'agissait pour nous de faire le bilan de l'école pour savoir quelles sont les difficultés qui existent et comment on pouvait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour justement adapter l'école ivoirienne au changement dont j'ai parlé. La première des choses, après les États généraux, nous disposons désormais d'une boussole. Une boussole qui nous permet de savoir où est-ce que nous allons, d'où nous venons, mais surtout où est-ce que nous allons. Nous avons ramené les fondamentaux, notamment la dictée, le calcul mental. Nous avons fait en sorte que le taux de scolarisation au primaire, je vous ai dit, les 10 premières années, le challenge, c'était la scolarisation. Donc, nous avons fait en sorte donc, que le taux de scolarisation soit désormais de 105,9%. Ça veut dire que l'objectif a été atteint et largement atteint. La deuxième des choses, nous avons fait en sorte que le taux d'achèvement, une fois qu'on arrive à l'école, combien d'enfants restent à l'école? Actuellement, nous en sommes à 85,24%. Alors, il y a également toute cette politique de gratuité en matière de kits scolaires, en matière de manuels scolaires que le président apporte, de fin de frais supplémentaires pour aider les familles démunies à non seulement mettre leurs enfants à l'école, mais à les maintenir à l'école. Et puis, il y a la question de l'analphabétisme, qui est une question très importante en Côte d'Ivoire, mais grâce justement aux nouvelles briques utilisées, les 15-24 ans qui avaient un taux d'analphabétisme, enfin un taux d'alphabétisation de 47,2% sont passés désormais à 63,8%. Ça veut dire que nous sommes en train de progresser, nous sommes en train de faire des progrès. Et je vous avais parlé de l'école inclusive. Par rapport aux gens, par exemple, la parité filles-garçons est de 1,03% et 1,03% au primaire
et 0,92 au secondaire, chose qui pour nous est également très importante. Nous avons plusieurs leviers. Parmi les leviers, il y a la politique de scolarisation obligatoire. Nous avons désormais, à l'issue des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, ce que nous appelons le programme national d'amélioration des premiers apprentissages. Nous avons également la régionalisation du recrutement des enseignants pour éviter le déficit d'enseignants et faire en sorte que les enseignants restent dans la région ou le district où ils sont recrutés. Nous avons ramené, au nom de la politique de proximité, construit des collèges auprès des familles pour régler la question, par exemple, des grossesses des filles. Et je voudrais m'arrêter ici et saluer le gouvernement italien à travers le projet Mattei. Le projet Mattei a accordé 15 millions d'euros à la Côte d'Ivoire. En CFA, ça fait 9 milliards pour nous accompagner dans les États généraux, dans la mise en œuvre des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers cette boussole que nous avons, réhabilitation d'écoles, construction d'écoles. Et je voudrais saluer l'ONG AVSI, je voudrais saluer Save the Children, qui sont des ONG pour lesquelles le gouvernement italien met beaucoup de l'argent, mais ce n'est pas pour ces ONG, c'est pour les enfants en Côte d'Ivoire, c'est donner l'espoir à l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je voudrais saluer le gouvernement italien, dont le président est venu en Côte d'Ivoire, et à l'issue de cela, nous avons eu toutes ces bonnes nouvelles. Merci infiniment. Grazie a lei, Ministro, per questo intervento. Merci beaucoup à vous, ministre, pour votre intervention qui nous a fait comprendre ce qui a été fait, l'engagement de la ministre et de son gouvernement sur le défi d'éducation en Côte d'Ivoire. Mais là, on voit déjà des résultats excellents. Vous devez comprendre qu'on a plus de 62 groupes ethniques différents en 5 couches principales. Donc la situation est très compliquée d'une certaine façon, mais ils veulent bien faire sur l'éducation. Alors maintenant, on va continuer avec la prochaine intervenante, Laura Frigenti, qui sera connectée avec nous. La voilà. Bonsoir, Laura Frigenti, PDG du Global Partnership for Education, partenariat mondial pour l'éducation, 30 ans d'expérience dans le domaine du développement, dans le secteur privé et public et dans le secteur non-profit. Là, on parle d'éducation. Le défi de l'éducation ne peut pas être gagné si on travaille toute seule, mais il faut créer des synergies, il faut créer des alliances constructives entre plusieurs organisations, que ce soit les banques de développement, les agences, le gouvernement, les organisations de la société civile. Donc c'est un travail d'équipe qu'il faut faire. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous en présentiel, mais c'est un plaisir pour moi de partager cette opportunité avec les collègues, les autres panélistes qui ont des expériences très importantes. Je crois que le ministre a dit et a mis l'accent sur 2 aspects principaux. Avant tout, que le problème de l'éducation ne peut pas être résolu s'il n'y a pas de volonté politique et s'il n'y a pas de vision claire où l'éducation est au centre d'un programme de développement national. Chaque pays et la valeur de chaque pays est le capital humain pour que le pays soit développé. Deuxième point, comme vous le disiez, c'est qu'il faut avoir un village pour contribuer à un système d'éducation qui marche. Et l'Italie, je crois, a des expériences importantes à partager. C'est vrai, comme le ministre l'a dit à la fin de son intervention, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales italiennes qui se sont installées dans plusieurs pays et qui mènent des activités dans le domaine de l'éducation qui donnent des résultats excellents
et qui soit mise en œuvre aussi avec des entités au niveau local. Je n'ai pas trop de temps à disposition, mais je vais souligner 3 aspects fondamentaux. La situation de l'éducation, pourquoi il est important d'investir dans l'éducation et qu'est-ce que nous pouvons faire. Dans votre introduction, vous avez dit que 250 millions d'enfants ne vont pas à l'école en ce moment. Alors, d'ici 2050, ce chiffre va doubler, surtout dans les pays à faible revenu. Mais peut-être la donnée la plus dramatique, c'est que entre les enfants qu'on a à l'école, 7 enfants sur 10 dans les pays à faible revenu, à la fin de la 4e année de l'école primaire, ne peuvent pas lire et écrire une phrase simple. Donc, ils sont à l'école, ça c'est un bon point de départ, mais cela ne se traduit pas dans le fait qu'ils apprennent. La qualité est assez pauvre, donc le système d'éducation est assez pauvre et donc il faut améliorer la situation. Et il faut réfléchir sur ça parce que l'un des aspects importants pour lequel l'éducation est espoir, c'est que l'éducation peut transformer le potentiel de chacun d'entre nous pour s'intégrer dans le marché du travail et après pour contribuer à créer une société plus juste et plus équitable, où les institutions sont plus fortes. Mais si on voit le nombre d'étudiants qui terminent l'école secondaire, après la transition au marché du travail est très faible parce que ce qu'on apprend à l'école, ce que les étudiants apprennent à l'école n'est pas ce qui est demandé par le marché du travail. Donc, avant tout, à mon avis, il faut faire en sorte qu'il y ait une meilleure communication entre la demande et l'offre. Donc, entre les autorités et les gouvernements qui font les programmes scolaires et aussi le marché privé. Donc, il faut avoir un échange plus étroit. Et après, il y a un autre point, et le ministre l'a dit à plusieurs reprises, l'éducation doit être reformée. Elle a fait l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'éducation qui n'avait pas été changée pendant plus de 40 ans. Et cela, c'est le cas dans plusieurs pays où nous travaillons. À plus de 90 pays, l'éducation est dogmatique, obsolète, ne produit pas les soft skills nécessaires qui sont demandés maintenant pour s'intégrer dans le marché du travail. Et donc, on a besoin d'investir non seulement pour que les enfants puissent aller et rester à l'école, mais pour faire en sorte que ce qu'ils apprennent puissent créer des soft skills et des compétences professionnelles à utiliser sur le marché du travail, donc des compétences modernes. Le marché du travail, nous le savons, est en train de changer beaucoup. Troisième point, le domaine de l'éducation doit être ancré à la réalité locale où les enfants vivent. Et Gianpaolo, je crois, va vous parler de ça et va vous résumer les activités de l'AFSI qui ont eu beaucoup de succès dans plusieurs pays de l'Afrique. Le passage entre la famille et l'école est un processus où les enfants puissent s'épanouir. Et donc, les programmes, les systèmes d'éducation, non seulement dans les contenus, mais aussi dans les systèmes d'offres d'éducation, doivent être ancrés à la réalité sociale. Et l'approche du plan Mattei, donc partir de la réalité locale des pays et de la dimension locale des pays et la mettre au centre du dialogue bilatéral qu'on peut avoir entre un bailleur de fonds, par exemple l'Italie, et un pays partenaire comme par exemple la Côte d'Ivoire, est la bonne approche.
une approche qui pourra être répétée par d'autres pays bailleurs de fonds où on n'utilise pas un système traditionnel. Avec une approche top-down, avec une approche du haut vers le bas. Mais le point de départ devrait être toujours la réalité où on veut travailler. À partir de cette réalité, on doit trouver des points de contact où les ressources financières doivent être allouées pour renforcer les compétences. Je crois que ça, c'est des points importants qui peuvent aider à résoudre plus facilement la crise du secteur de l'éducation pour que l'éducation soit au centre du développement des pays. Chaque pays doit partir du capital humain qu'il veut développer et créer des systèmes pour exploiter le capital humain de la meilleure façon possible. Merci beaucoup à Madame Frigenti pour votre intervention. Vous avez parlé d'aspects très importants et maintenant je vais donner la parole à Francesco Magni, professeur de pédagogie générale et sociale à l'Université de Bergame. Nous avons entendu par le ministre que un brique important est la pédagogie. Une brique importante est la pédagogie. Donc, l'importance de former les enseignants. La ministre disait de revoir les programmes d'études et les programmes d'éducation parce qu'ils ne sont plus modernes. Ils ne sont plus en ligne avec la société moderne. Il faut créer un système où la communication entre la demande et l'offre serait plus efficace. Donc, quel est notre savoir-faire dans ce contexte et qu'est-ce que nous pouvons faire pour le système d'éducation de la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je veux remercier les deux panélistes qui m'ont précédé et surtout le ministre. Dans son intervention, elle a déjà anticipé quelques thématiques sur lesquelles je vais parler. Alors, je l'ai écouté et c'est tout à fait vrai l'affirmation de Don Giussani qui disait s'il y avait une éducation du peuple, tout le monde se porterait mieux. Parce que l'éducation, entendue comme possibilité de développer l'espoir, puisse vraiment transformer, puisse vraiment générer, puisse être un pouvoir transformateur et générateur, capable de changer, de laisser une empreinte sur le parcours personnel de chacun et sur toute une communauté. Ce que nous avons écouté tout à l'heure est très important dans ce sens. D'ailleurs, chacun de nous est ce qu'il est, pour le meilleur et pour le pire, grâce à une série de rencontres avec des maîtres qui l'ont intrigué, accompagné, soutenu dans son parcours de vie, d'études, et qui ont reconnu et valorisé les différents talents dont chacun de nous est doté. C'est des talents différents que nous avons. Voilà pourquoi ce qu'on disait tout à l'heure est très important quand on a parlé de synergie, d'alliance. L'éducation n'est pas liée seulement aux éducateurs, aux enseignants, aux encadreurs, aux parents. C'est quelque chose qui concerne tout le monde qui a des responsabilités politiques, sociales, institutionnelles. C'est l'affaire de tous. Aristote, dans La politique, déjà rappelait que personne ne douterait que le législateur doit s'occuper avant tout de l'éducation des jeunes. Voilà, c'est une invitation à renouveler cette alliance. Dans notre monde contemporain, nous sommes tous connectés. Les années dernières, nous avons appris que personne ne peut s'en sortir seul. Face aux défis de notre époque, par exemple l'intelligence artificielle et la technologie, mais aussi le défi
anthropologiques et démographiques. Ces défis auxquels nous serons tous confrontés doivent être confrontés ensemble, entre pays, avec des contextes différents. Voilà pourquoi cette rencontre de cet après-midi est très importante. Parce que là, vous avez des personnes différentes, vous avez des représentantes de l'État, des ONG, des experts. Et nous travaillons tous à l'international pour favoriser des politiques d'éducation de plus en plus efficaces visant à la réussite scolaire de chaque jeune. Notre pays peut aussi jouer un rôle de premier plan, surtout grâce à notre tradition culturelle unique au monde et aux initiatives en cours. Le ministre, avant, dans son intervention très intéressante, parlait d'employabilité. Et là, je pense à la collaboration internationale entre l'Italie et d'autres pays sur la formation professionnelle, sur l'ITS Academy, donc la formation pour promouvoir les compétences des étudiants, des jeunes. Et là, on peut faire rencontrer la demande et l'offre. Et après, elle a parlé aussi de l'importance de la formation des enseignants. Les études nous disent que dans les écoles, ce qui compte de plus, c'est d'avoir des bons enseignants qui peuvent vraiment accompagner les jeunes. Donc, la valorisation des enseignants, la valorisation de la formation professionnelle est fondamentale. Et je crois que cela va au-delà des frontières des États. Et donc, la collaboration, la coopération internationale devient de plus en plus stratégique dans ce contexte, dans le domaine de l'éducation. Pour conclure, l'édition de cette année du Meeting de Rimini a le titre d'une phrase du poète anglais Eliot qui, en 1939, écrivait « Dans la vie d'une nation, le système éducatif est beaucoup plus important que le système de gouvernement, car seul un système éducatif adéquat peut unir la vie active et la vie contemplative, l'action et la spéculation, la politique et l'art. » Donc ça, c'est une belle invitation qu'on peut lancer ce soir. Et donc, cette rencontre est un témoignage du travail extraordinaire qui est en cours. Merci beaucoup au professeur Magni pour avoir cité aussi Eliot. Et maintenant, je vais laisser la parole à Giampaolo Silvestri, secrétaire général de la Fondation AFSI, qui va nous expliquer le projet d'éducation en cours en Côte d'Ivoire par AFSI. Et là, je parle en tant que citoyenne. Il est bien de savoir comment l'argent des impôts que nous payons est utilisé là où l'argent va être utilisé pour la coopération. Bonsoir. Je vous remercie pour cette opportunité d'être à nouveau ici à Rimini, à vous expliquer quel est le sens de notre travail dans ces pays où le destin est strictement connecté au nôtre. Et je veux remercier le ministre pour être là avec nous. Sa présence est l'expression d'une collaboration étroite entre AFSI avec elle et avec son ministère qui est en train de donner beaucoup de résultats et nous sommes très heureux de ça. Alors, le titre de cette session est un pilier de notre travail. Quand on utilise les mots éducation et espoir, on fait référence à une réalité que nous avons vue de nos yeux, que nous voyons dans nos projets tous les jours et que nous avons vu dans des endroits très spécifiques. Je vous donne un exemple. Bam Bam, c'est une petite fille de 14 ans. Maintenant, elle est à l'école primaire à Abidjan. C'est l'une des écoles où nous travaillons.
mais elle était avant enfermée à la maison avec ses enfants. Elle avait été restée enceinte et elle avait honte. Elle ne voulait plus aller à l'école. Donc, grâce au dialogue de notre staff, son père a changé d'idée et Bambahami a pu rentrer à l'école. Elle a retrouvé le goût de se prendre soin d'elle-même et de sa préparation. Elle a vu valoriser sa dignité personnelle. Elle a retrouvé le parcours pour son avenir. Pour elle, aller à l'école avec ses amis, avec ses compagnons de la communauté est fondamental, est une condition fondamentale pour s'épanouir, pour son développement. Cet exemple de Bambahami n'est pas une exception. C'est un exemple de ce qu'on voit chaque jour dans nos projets. L'éducation, comme nous l'avons dit, a le pouvoir de transformer le destin de la personne et aussi les relations et le tissu social où la personne vit. Le contexte est difficile. Laura Frigente vous a déjà donné quelques chiffres, mais là, on le voit en Côte d'Ivoire, où on travaille depuis beaucoup d'années sur plusieurs projets. À partir de ces expériences positives de collaboration avec l'approche multi-parties prenantes, qui est typique de la collaboration italienne, nous avons réalisé des projets dans les écoles. Et à partir de ces expériences positives, nous avons développé ce projet financé par la coopération internationale qui a été intégré dans le plan Mattei. Ce projet s'appelle Réussir. Pour améliorer la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire et aider le ministère de l'Éducation à mettre en œuvre la réforme de l'école dont on vous a parlé tout à l'heure, pour améliorer les résultats scolaires, la lecture, les mathématiques et l'écriture dans l'école primaire, pour réduire aussi l'abandon scolaire. Le projet a été financé par 10 millions d'euros par la coopération italienne. Il y a aussi une contribution d'autres entités, y parmi la Fondation San Zeno, 1,5 million, et va intervenir dans 800 écoles de 20 régions du pays, visées à 200 000 étudiants et 5 000 enseignants. En 2024, le président Mattarelli a visité la Côte d'Ivoire et a visité l'une de ces écoles, de ce projet. Et c'est à partir de cette visite qu'on a eu l'idée de ce projet. Où on en est? Le directeur, je crois, va vous en parler tout à l'heure. Le projet a été approuvé au mois de juin. Il a été présenté aux autorités ivoiriennes. On est maintenant dans la phase de sélection. Maintenant, disons, il a été approuvé au mois d'avril. Au mois de juin, l'accord a été signé. On est dans la phase de sélection du personnel. Nous avons créé les différents groupes de travail, les comités de pilotage. Au mois de septembre, il va y avoir le comité de pilotage avec le ministère. On est en train d'identifier et de sélectionner les écoles où on va intervenir, qui seront approuvées par le ministère. Et après, on va partir avec les appels d'offres pour les différentes écoles. On est en train de préparer les matériaux de formation. Et après, on va développer les activités pédagogiques et on va commencer à travailler début 2026. Ce qui est important dans ce projet, c'est qu'ensemble, on peut vraiment faire face aux crises urgentes en travaillant tous ensemble, organisation, ministère, fondation, entreprise, société civile. La coopération internationale utilise des fonds publics et privés de façon transparente. On mesure toujours l'impact et on vérifie toujours les résultats. Qu'est-ce que l'éducation pour AFSI? C'est l'acquisition de compétences techniques, la transmission de concepts, mais pour nous, l'éducation est avant tout un processus humain intégral qui implique la personne tout entière. Comme ça, Bambahami pourra rentrer à l'école. Axé sur la reconnaissance réciproque. Comme Don Giussani l'écrivait, éduquer signifie communiquer soi-même, transmettre ce qui est notre expérience de vie. Ce qu'on voit depuis notre expérience, c'est que l'éducation est espoir quand il y a une relation. Quand un enfant et un jeune découvrent la valeur infinie
quand quelqu'un vous regarde comme Bamba Ami m'a regardé. Et c'est à partir de cette vision de l'éducation qu'il est possible d'inclure l'autre et le point de vue de l'autre, comme le pape l'a écrit dans le message au meeting, incitant l'encyclique Fratelli Tutti, Frères tous, de Pape François. Donc, il y a des recommandations qu'on fait toujours à nos décideurs politiques. Avant tout, augmenter l'accès et la qualité de l'éducation. Il ne suffit pas de multiplier les écoles, mais comme le ministre l'a dit, il faut investir dans la formation des enseignants. Cela est fondamental. Et c'est le but de notre projet en cours. 5000 enseignants. Nous voulons former 5000 enseignants et avoir un impact. Nous voulons soutenir les enseignants de plusieurs façons, avec plusieurs outils. Nous voulons renforcer la communauté de l'éducation, donc les institutions, les familles, la société civile. Il faut agir ensemble. Il faut créer des espaces sûrs, des lieux où les étudiants puissent étudier, jouer et avoir des relations avec les adultes. Et éduquer à l'espoir, parce que cela permet aux enfants de vivre la beauté de l'école avec sa famille. Donc c'est ça le défi de ce projet et nous sommes convaincus que nous allons réussir avec le soutien de tous ceux qui l'ont financé et qui vont le soutenir à l'avenir. Merci beaucoup au secrétaire général de l'AFSI, Gianpaolo Silvestri. Il faut aussi ajouter que les programmes dans l'éducation, c'est une forme d'investissement pour l'avenir non seulement des personnes vulnérables en Afrique, mais aussi de nos jeunes, parce que nos destins sur la planète sont tous connectés. Je vais donner maintenant la parole à Fabio Massimo Ballerini, conseiller à la présidence du Conseil des ministres, dirigeant de la mission du plan Mattei. Là, on est en train de parler de quelque chose, des résultats qu'on peut atteindre grâce à un processus. Le président Mattarelli est allé en visite à la Côte d'Ivoire. Il a été le premier chef d'État italien à partir en Côte d'Ivoire. Et là, on voit maintenant les résultats de ce que le plan Mattei est en train de faire. Merci. Cose non nascono in un giorno. Merci pour nous avoir rappelé que les choses requièrent du temps pour se réaliser et donc tout cela est le résultat d'un long travail que l'on a entamé il y a quelque temps. Et donc avec la Côte d'Ivoire, au-delà de l'éducation, on est en train de coopérer dans plein de secteurs et cela grâce à une capacité de collaboration et de se comprendre qui a été vraiment sans ego. Et l'éducation est un point crucial de la mise en œuvre du plan Mattei en Côte d'Ivoire. Et la visite du président de la République a été très importante, marquante même, et probablement cela a aussi donné un nouvel élan, même en termes symboliques par rapport à l'obtention des objectifs fixés. Et donc voilà, on est bien ferme sur ça. Je désire remercier l'AFSI pour le travail déjà réalisé et pour le travail encore à accomplir. Et j'ai visité lors d'une mission l'année dernière avec le directeur l'école à Abidjan sur laquelle on a coopérer et j'ai pu voir de près qu'est-ce que cela signifie pour les nouvelles générations de pouvoir aller à l'école et d'avoir un espoir, une perspective. Et voilà, on parle d'espoir aujourd'hui. On dit que l'éducation, c'est l'espoir. Et je reviens donc à la situation internationale courante. Le monde ne se porte pas bien du tout, il nous faut de l'espoir et alors le fait de jeter un regard sur l'éducation peut aussi nous donner de l'espoir plus en général. Je pense qu'il faut aussi donc réaffirmer l'importance de l'éducation non seulement en termes d'employabilité, et ça c'est primordial pour donner des perspectives et des chances aux nouvelles générations, mais il faut aussi mettre en exergue comment l'éducation est de plus en plus devenue
disons, la base pour la construction des institutions. La stratégie du plan Mattei met l'accent sur des éléments concrets, des infrastructures, des choses tangibles, matérielles. Et l'on a dit que se concentre moins sur le renforcement des institutions qui, par contre, est tout aussi fondamental. Mais si l'on pense au rôle de l'éducation auprès des jeunes générations, en termes d'épanouissement futur, de reconnaissance de soi et des autres comme titulaires de droits et comme membres d'une communauté, je pense en fait que voilà, dans ces contextes, les plans Mattei fait beaucoup et donc de cette façon, en direct, renforce les institutions des pays où il intervient. Et je le dis car je pense que l'éducation vraiment a un potentiel énorme en termes de développement socio-économique. Il faut se rappeler ça clairement. En même temps, dans ces contextes, j'aime aussi dire une autre chose. L'école et le renforcement des structures éducationnelles consiste aussi en le renforcement des identités des individus. Car nous tenons pour acquis donc qu'on a un papier d'identité, on a un bureau dans nos États donc, qui s'occupe d'enregistrer les nouveau-nés. Et voilà, mais c'est pas comme ça dans tous les pays du monde. Et par exemple, c'est pas comme ça dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Et alors, l'école devient aussi un élément pour renforcer l'identité juridique des personnes. Et ça aussi, c'est un point important. Parce que si on n'a pas un nom, un prénom et une date de naissance, probablement, ce sera beaucoup plus difficile de pouvoir donc poursuivre son propre chemin de développement personnel. Et puis, on le sait très bien, car on a tous été à l'école. L'école va de pair aussi avec la protection de la santé, la prévention de maladies. Et donc, ça aussi, c'est un point important. Grâce au plan Mattei, grâce à ces projets, qu'on espère on pourra aussi répéter ailleurs, on peut intervenir sur toute une série de secteurs qui donc sont clés pour les débuts de la vie d'un individu. Et donc, on peut vraiment accompagner ces individus dans leur développement futur de façon holistique. Merci. Merci à Fabio Massimo Ballerini, Madame Frigenti, donc, qui était connectée en distanciel, nous a quittés à cause de notre engagement, mais on la remercie pour sa contribution. Et je passe la parole maintenant à Stefano Gatti, directeur général de la coopération pour le développement. Monsieur Gatti, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu vraiment un changement de cap, car on a pu investir beaucoup dans ces défis éducationnels et cela peut changer vraiment les choses de façon importante. Alors, tout d'abord, je pense que vous êtes un peu fatigué. Et alors, je vous pose quelques petites questions. Et alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous savez quel est l'âge moyen en Italie? En Italie, à partir du 1er janvier de cette année, c'est 47 ans. L'âge moyen de la population de la Côte d'Ivoire, 17,9 ans. Ça, c'est l'âge moyen de la population en Côte d'Ivoire. En Italie, c'est 47 ans. Et voilà, cela déjà répond à beaucoup de questions. Voilà. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune au monde. Un continent où la ressource principale pour la croissance future, ce sont les jeunes. Et voilà, et donc, si l'on parle de jeunes, l'éducation est incontournable, car sans éducation, on ne peut pas garantir le futur d'un continent. Et donc, grâce à ces jeunes, donc, ce continent pourra beaucoup faire. Et ça, c'est l'autre facette de la vision du plan Mattei. Bien sûr, on sait que l'Afrique connaît beaucoup de types de problèmes. Du point de vue de la santé, du point de vue donc de l'alimentation, et voilà, pas seulement en Afrique bien sûr, mais nous savons aussi que la solution sera la solution future de beaucoup de ces problèmes pour l'humanité tout entière.
pas seulement pour l'Afrique. Il y a donc des milliers d'hectares de terrains agricoles pas encore utilisés. C'est le continent avec la population la plus jeune au monde. Et donc, ce n'est que par des investissements, la croissance de l'Afrique, qu'on pourra investir aussi en notre propre croissance et donc en la croissance de l'Italie. C'est ça la vision derrière le plan Mattei. Et voilà pourquoi l'éducation représente l'un des piliers du plan Mattei. Et voilà, puis vous m'avez demandé, alors qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Alors tout d'abord, on voudrait avoir plus de ressources. En 2025, l'Italie, c'est le seul pays du G7 qui n'a pas réduit les fonds destinés à la coopération internationale. Et donc déjà, c'est un fait positif. Il y a des pays du G7 qui ont disparu comme bailleurs de fonds. Donc déjà, il faut considérer ça, car cela a posé des nouveaux défis pour ceux qui, par contre, comme l'Italie, sont restés et donc ont décidé de garder leur activité de coopération internationale. Et voilà, nous continuons d'investir et nous ne pouvons pas, disons, intégrer les montants manquants à cause de la disparition de ces pays du G7 qui ont cessé d'investir en la coopération internationale. Mais nous savons que parfois, il n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité de l'intervention. Et donc, c'est l'efficacité de l'action aussi qui compte. Et dans ce contexte, donc l'exemple d'un pays tel que la Côte d'Ivoire est très important, car il y a jusqu'à quelques années, ce n'était pas un pays prioritaire pour nous et pour notre coopération internationale. On n'avait même pas un bureau là-bas. Voilà, parce que il y a 2 ans, on avait 11 pays africains prioritaires. C'est pas peu, mais est-ce que vous savez combien d'États on a en Afrique? 54. Et donc 11 sur 54, on peut se dire c'est pas beaucoup. Mais maintenant, après le lancement du plan Mattei, on a revu nos objectifs. Et maintenant, donc, on a des projets dans 23 pays. Bah, c'est toujours pas beaucoup peut-être par rapport à 54, mais c'est presque la moitié. Et voilà. Et le plan Mattei nous a encouragés aussi à, disons, étoffer davantage nos activités et on a inclus d'autres pays, y compris la Côte d'Ivoire. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, maintenant, c'est un pays où on a monté des bureaux, on a envoyé des gens. Et le choix, donc, le plus naturel, c'était de voir s'il y avait déjà des acteurs italiens menant des activités. Et voilà donc pourquoi je me suis rendue en Côte d'Ivoire. Et voilà, j'ai rencontré Gianpaolo Silvestri et quand je lui ai posé la question, ah bon, ici il y a notre nouvelle ambassadrice en Côte d'Ivoire, donc de récentes désignations et nous renforçons aussi notre présence là-bas. Et bon, voilà, on essaie toujours de faire de notre mieux. On a 150 ambassades dans le monde entier. On a donc des milliers de personnes qui travaillent pour le ministère des Affaires étrangères, mais on n'a pas donc des millions de gens. Et alors aussi, nous avons renforcé notre présence en tant qu'agence pour la coopération. Et avec Gianpaolo Silvestri, on a donc visité cette magnifique école que le président Mattarella avait déjà visitée. Et alors, on a eu des idées sur quoi faire pour l'avenir. Et j'ai demandé à Gianpaolo, et là-ci, à combien de personnes en Côte d'Ivoire? Bon, je pense une soixantaine. Une soixantaine. Bon, une soixantaine, voilà, c'est pas énorme. Alors, si vous prenez les organisations de la société civile italienne, qui sont une dizaine, je les connais, donc au total, ça fait 20-25 000 personnes. Et pas tous italiens. Il y a beaucoup de personnes, donc de gens locaux des pays de destination. Alors, AFSI a 2000 employés, et c'est pas un secret, vous l'avez marqué sur le panneau de notre stand. Et 90%, ce sont des gens locaux, des pays, disons, de destination. Ce ne sont pas des Italiens. Il y a des Italiens, mais c'est surtout des personnes locales, car ils misent sur, ils investissent sur les personnes locales. Et donc, 20 000, 25 000 personnes. Et nous avons une agence de la coopération, qui est une structure importante, qui a 667 employés.
Et si on demande d'augmenter ces ressources, bon, normalement, on va obtenir un non, un refus. Mais même si on avait la possibilité de recruter autant de gens qu'on veut, il faudrait lancer les procédures de concours. Et cela requerrait beaucoup de temps. Alors, donc l'Agence pour la coopération allemande a 21 000 employés. Et après, bon, les Allemands se plaignent quand même. Mais bon, nous sommes efficaces malgré notre taille réduite. Mais alors, les organisations de la société civile telles qu'AFSI sont nos partenaires. Et je le dis toujours au ministre Tajani et à nos interlocuteurs, voilà, ce sont nos bras sur le terrain. Et puis, il y a notre agence, nos ambassades, et nous sommes là pour les soutenir. En Côte d'Ivoire, nous avons fait quelque chose de nouveau, car nous avons donc monté une unité de système avec du personnel diplomatique, avec du personnel de la Caisse des Dépositaires PSCT, et nous avons lancé deux modes de coopération novateurs. Et donc, je voudrais conclure en disant que les ressources donc, ont été déjà fixées, allouées, octroyées. On ne pourra pas doubler ces chiffres car on connaît la situation de nos finances publiques, mais voilà, il faut tâcher de les utiliser au mieux. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons analysé au cours des derniers mois, moi je suis arrivée le 1er janvier de cette année, le système des projets de coopération et puis la taille moyenne des projets de la coopération italienne. Donc c'est 1,8 million d'euros. Alors on peut dire que petit c'est beau, mais pas toujours, surtout pour ce qui est de la coopération, pour avoir des actions efficaces. Car on peut aussi avoir des magnifiques projets à 2 millions d'euros. Mais quel sera l'impact systémique si l'on considère des pays avec des dizaines de millions d'habitants? Évidemment, l'impact serait limité car il faut garantir l'impact, la qualité, car la qualité de l'impact concerne aussi la taille. Voilà pourquoi nous avons lancé beaucoup de réformes et voilà, ce type de réforme, ce type d'appel d'offres, donc avec un montant maximum de 2 millions. Voilà. Mais pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, nous avons lancé un nouveau type d'appel d'offres. On n'a plus donc ce plafond de 2 millions, mais plutôt quelque chose de différent. Plus les projets proposés est sérieux, plus on voit que l'impact sera systémique, plus on pourra avoir accès à des ressources. Les ressources ne sont pas, disons, sans limite, mais déjà, on a enlevé une limite qui aurait pu, disons, limiter des projets intéressants. Ah bon, je ne savais pas que ce geste a été considéré comme révolutionnaire. En fait, AFSI m'a dit n'avoir jamais eu la possibilité d'avoir des ressources pour 10 millions. Voilà, et donc, je trouve que ça, c'est pas bien parce que des opérateurs comme AFSI, qui sont tellement actifs dans la coopération, auraient dû avoir accès à ce type de ressources car c'est fondamental pour pouvoir en avoir un impact systémique. Voilà. Et puis comme ça, tu peux trouver des partenaires qui vont cofinancer comme la Banque mondiale, la Commission européenne. Et donc voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui après attire d'autres partenaires. Et puis, on a investi aussi dans le secteur du cacao, du café, alors à la Banque mondiale, à l'Union européenne. Donc, voilà, c'est montre leur intérêt. Et puis, je désire remercier Madame la Ministre pour être là. C'est un honneur de vous accueillir ici. Pour nous, le meeting de Rimini, c'est toujours un espace aussi de diplomatie. La diplomatie ne se réalise pas seulement donc, dans les bureaux, et voilà, donc hier la ministre a rencontré notre ministre des Affaires étrangères, donc les meetings de Rimini, c'est aussi un espace de diplomatie, un espace diplomatique et ça nous plaît beaucoup. Et alors, je termine en disant quelques mots sur la Côte d'Ivoire. J'ai été en Côte d'Ivoire l'année dernière, cette année aussi, j'ai eu aussi le plaisir lors de la dernière visite de rencontrer le Premier ministre et j'ai dit au Premier ministre quand je l'ai rencontré que voilà, je représente l'Italie tout entière, sauf que Eni. Et voilà. Ah bon, Côte d'Ivoire, Ghana, on a une présence importante depuis pétrolifère.
Et bon, Eni, c'est une grosse société privée italienne qui travaille en Afrique depuis plusieurs années. Et voilà. Donc, mais l'Italie n'est pas seulement Eni. Dernière question, puis je termine. Est-ce que vous savez combien de cacao la société Ferrero importe de la Côte d'Ivoire? Moi, je l'ai appris récemment. 1 milliard d'euros par an de cacao acheté. Ah bon, et c'est tout utilisé pour le Nutella. Et cela a une valeur énorme. L'un des plans que l'on est en train de mener avec la Côte d'Ivoire, qui est le producteur le plus important au monde du cacao, c'est de travailler avec beaucoup de partenaires, y compris Save the Children, qui a des projets pour lutter contre le travail des mineurs dans les exploitations de cacao, pour pouvoir garder le plus de valeur au niveau local. Donc la valeur doit être gardée au niveau local. Et donc voilà, nous voulons que la valeur que dans les pays producteurs puisse rester plus de valeur. Voilà, encore, on a peu de ressources, mais on essaie d'être novateur. Voilà, on arrive à la conclusion. Vous êtes un expert aussi en matière de sécurité alimentaire. Il y a des sociétés à but non lucratif qui ont essayé donc de travailler sur une association entre culture et nourriture. Et donc les parents sont encouragés à envoyer leurs enfants à l'école car ils savent qu'ils vont manger au moins une fois par jour à l'école. Avant la pandémie, le fait de garantir donc un repas à un enfant toute l'année, maintenant ça coûte 22 €. Est-ce que c'est une voie à parcourir? Alors oui, je ne vais pas donc rouvrir une nouvelle conférence, mais on en parlait avec Madame la ministre. Donc l'Italie fait partie de la School Meals Initiative. C'est très important de garantir aux enfants dans les écoles. Madame la ministre connaît très bien cette question et nous sommes en train de travailler sur ça avec la Côte d'Ivoire et PAM. Donc, car le fait de garantir de repas dans les écoles, et c'est quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup de pays africains, change radicalement. Voilà, non seulement la fréquence scolaire, car les enfants vont être sûrs, les parents vont les envoyer, et puis deuxièmement, donc le cerveau a, disons, la nourriture qu'il lui faut pour permettre un bon apprentissage, et puis aussi en général, la santé des enfants en tire des bienfaits. Et donc ça, c'est un exemple classique de projet dont le retour est énorme. Et nous faisons ça de façon innovante et par rapport à ceux qui vont manger. Parce que le quoi, c'est aussi important. Nous finançons des projets maintenant qui prévoient des repas basés sur des produits locaux. Donc, produits dans un rayon ne dépassant pas 10 km. Voilà, pour favoriser les produits locaux. Il y a donc une responsabilité de la communauté locale qui est impliquée dans ces projets. Oui, monsieur le secrétaire, vous désirez rajouter quelque chose? Oui, merci. Juste 30 secondes. Je désire remercier monsieur le directeur Gatti pour 2 raisons. Tout d'abord, pour sa compétence et sa passion, car vraiment, il remplit ses tâches de façon extraordinaire, car si on est là dans ces halls magnifiques à Rimini, c'est grâce à lui. Il est donc un grand fan du meeting de Rimini. Probablement, vous avez vu comment, au cours des années, la présence du ministère des Affaires étrangères a augmenté. C'est toujours plus belle, plus significative. Il croit beaucoup en ça. Et voilà, il nous encourage aussi à être là de façon ciblée et intelligente. Et puis, sa contribution sur ces projets a été décisive. Les projets dont résultent des expériences positives. On a les soutiens du ministère de l'Éducation et puis il y a eu la visite du président Mattarella, mais il a cru énormément tout ça, parfois plus que nous. Bon, disons, voilà, relevant des défis énormes. Je me souviens avoir eu donc des discussions très vivaces, mais bon, si on est là aujourd'hui,
racontant tout ça et les retombées positives que ces projets pourront avoir sur la vie de beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, c'est grâce à lui qu'il joue un rôle crucial. Et voilà, donc nous avons reçu donc, le plus grand financement qu'on n'a jamais eu grâce donc, à sa volonté aussi de prendre des risques du point de vue professionnel. Je voulais le remercier. Je pense que c'était le cas de le faire. Mais je dois réagir. Alors, je pense que ces mots ne sont pas mérités, mais comme on a déjà décidé avec Madame la Ministre, maintenant, alors Madame la Ministre vous a donné les programmes d'activité, nous on vous a donné l'argent, maintenant c'est à vous et attention car on va décontrôler, c'est à vous de travailler. Merci. On termine, voilà, ces panels très intéressants. Et voilà, l'éducation, c'est l'espoir. Aucun doute là-dessus. Un grand merci. Si merci à Maria Tuccone, Laura Frigenti, Francesco Magni, Giampaolo Silvestri, Fabio Massimo Ballerini et Stefano Gatti. Et un grand merci à vous aussi pour avoir été avec nous. Voilà, je dis juste une chose. Chacun d'entre nous pour contribuer au meeting, chaque don, c'est une nouvelle brique. On a parlé beaucoup de briques aujourd'hui pour continuer à bâtir des lieux de rencontre, des beautés et d'espoir tout au long de la foire. Vous trouvez des stations pour donner, pour faire un don avec le Cœur Rouge. La Fondation Meeting est donc une entité du 13e secteur et donc on pourra avoir accès à des facilitations fiscales si on fait des dons au meeting. Encore un grand merci et donc et voilà, amusez-vous bien au meeting, bonne continuation. Merci, au revoir. Qualcuno che si impegna, che si batte. Che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te.